Bonjour et bienvenue sur Génération Impact, l'émission qui met en lumière les familles entrepreneuriales pour comprendre leur succès à travers les générations et décrypter avec elles leur organisation au filtre de 3 cercles, celui de l'entreprise bien sûr, celui des actionnaires et enfin celui de la famille. Elles nous partagent leurs réussites mais également leurs doutes, leurs enjeux de transition et de transmission et en quoi l'urgence environnementale est une magnifique opportunité de continuer l'aventure en famille avec la nouvelle génération à bord. Je reçois aujourd'hui Pierre Gattaz du groupe Radial. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, on a l'habitude de commencer cette émission par l'histoire de votre famille en bref. Est-ce que vous pourriez nous raconter ou nous présenter votre famille ? Oui, alors mon entreprise c'est Radial, qui a été créée par mon père Yvon Gattaz et mon oncle Lucien Gattaz en 1952, donc il y a 70 ans, et on fabrique depuis toujours des composants électroniques, des connecteurs, des systèmes d'interconnexion qui vont dans l'aéronautique, le militaire, les télécoms, test instrumentation. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est possédée à 99% par la famille Gattaz, par les deux familles, celle d'Yvon et celle de Lucien. On a fait un petit errement en bourse à une époque pendant une dizaine d'années, puis on est sorti de bourse parce que c'était trop compliqué, trop cher et ça ne servait à rien pour une entreprise familiale qui veut rester familiale avec des racines, de l'ADN familial français. Et aujourd'hui, c'est 440 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, c'est 3500 collaborateurs, dont la moitié en France, et j'ai 13 usines, dont les 4 usines historiques françaises qui sont restées, que j'ai développées, plus une nouvelle que j'ai rajoutée à Dole dans le Jura, qui fait que on est extrêmement, et je suis extrêmement fier d'avoir gardé mes usines françaises historiques dans un environnement de fou, de la mondialisation des composants électroniques. Génial. Alors on va passer un moment ensemble à rentrer un peu dans le détail de cette histoire entrepreneuriale. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par une histoire de famille. Alors, est-ce que vous pourriez me raconter un peu l'histoire ? Comment tout ça a commencé ? Oui. La famille Gattaz, ça commence où ? Oui, alors ça commence. Mon père et mon oncle étaient de Bourgoin-Jallieu, figurez-vous, avec mes grands-parents qui étaient instituteurs. Famille Gattaz sont des gens qui viennent de Fitilleux, Bourgoin-Jallieu depuis 200 ans, les Abrais. Et en fait, mon père a fait la centrale, mon oncle a fait une école d'ingénieur, l'école des pétroles, et à 27 ans, ils ont décidé de créer leur entreprise. Mon père étant le commercial de la bande, et mon oncle l'industriel. Ils se sont mis rue Crussol à Paris, dans le 11e arrondissement. Ils ont mis 2 tours de décolletage, ou 3, et ils ont commencé à faire des petites fiches de télévision, des connecteurs coaxiaux de télévision, qui existent toujours d'ailleurs, je crois. Mais ils se sont vite aperçus qu'il fallait qu'ils fassent des volumes énormes, donc ils sont partis dans le haut de gamme, et ils ont commencé à faire des composants, des connecteurs pour l'armée, pour l'aéronautique, et c'est comme ça que Radial est créé en 1952 dans un petit local rue Crussol. C'est pas Apple de Steve Jobs, mais ça a marché. Et donc eux, ils quittent Bourgoin-Jallieu ou ils sont déjà à Paris ? Oui, alors en fait mon père était donc à Centrale, mon oncle est resté, est pas monté à Paris. Ils ont créé ensemble rue Crussol, donc dans le 11e, cette entreprise Radial. Et mon oncle ensuite, qui avait le mal du pays, puisque c'est un dauphinois, isérois, et a décidé de créer la première usine de Radial en 63 à Voiron, dans l'Isère. Donc il est reparti avec 8 collaborateurs parisiens et ils ont dit on va monter l'usine. Et donc cette usine, alors étant vieille, on l'a déménagée juste à côté à Vorep, mais c'était l'usine, première usine de Radial. Il y en a eu comme ça, 4 ou 5 qui ont été développées en France. Il y a eu Vorep ensuite dans l'Isère, il y a eu l'île d'Abo, qui était le centre de R&D de Radial, à côté de Lyon. Puis Château-Renaud, qui a été une usine qu'on a rachetée à un concurrent qui faisait des connecteurs multicontacts pour l'aéronautique. Donc de l'aéronautique, c'est comme ça qu'on a mis un pied dans l'aéronautique, dans les années 75 ou 80. Et moi, je suis arrivé en 92. Donc, je suis arrivé, j'avais 33 ans. Et donc, mon père et mon oncle en avaient 67 et 68. Et m'ont passé la main, alors m'ont surveillé pendant 1 an pour vérifier que je ne faisais pas trop de bêtises. Et puis, ils m'ont passé la main. Je suis arrivé président du directoire en 94, en fait. Il y a une trentaine d'années. Alors, je voudrais qu'on revienne juste un petit peu avant. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, quand vous êtes petit, oui.
C'est quoi l'entreprise familiale pour vous? Ça se passe comment? On en parle à la maison, on en parle dans la cuisine, vous êtes en train de faire vos études, on vous met la pression, on vous dit il faudra que tu la reprennes. C'est quoi l'ambiance à ce Alors, moment-là? c'est assez surprenant, c'est-à-dire que bon, j'ai été baigné par l'entreprise, par mon père en plus qui a pris des fonctions en 81, il était patron du CNPF, avant c'était le patron de l'éthique, il avait lancé l'éthique, etc. Donc moi j'ai toujours baigné dans un monde d'une petite musique entrepreneuriale quand même à la maison, si vous voulez, quelqu'un de gros travailleur, hein. Je voyais peu mon père qui bossait beaucoup, et mon oncle, quand je venais, je me souviens à 5-6 ans, je venais le voir à Voiron dans l'Isère, passer quelques vacances ou des week-ends, et il m'emmenait dans l'usine. Donc j'ai senti, il me montrait avec passion des produits décolletés, des machines. Je me souviens de voir ces ouvriers professionnels extraordinaires, mais qui étaient des armoires à glace pour moi, j'étais tout petit. Et cette odeur d'huile aussi, et moi ça m'a complètement imprégné, je dirais, de moi, et qui m'a donné l'amour de l'industrie et de l'usine. Mais ceci étant dit, je ne voulais surtout pas faire comme mon père. C'est-à-dire que voilà, alors j'étais bon en maths et en physique, j'ai fait maths sup, maths spé, je suis arrivé ingénieur télécom, et puis après j'ai volé de mes propres ailes chez Dassault Électronique d'abord, puis chez Dynaction qui m'avait confié à 30 ans une entreprise d'électronique à redresser, ce que j'ai fait. Ok. Mais j'avais pas, je dirais, j'ai jamais eu l'idée de rentrer dans Radial. Alors comment ça se passe? Mais ça c'est un coup de bol, ou plutôt un coup de bol qu'un coup de malchance, mais il s'est passé qu'en 1992, le mur de Berlin était tombé, et les budgets militaires globaux se sont affaissés, et l'aéronautique n'allait pas très bien. Et Radial a connu sa première crise, avec mon père et mon oncle, 67 ans, 68 ans, qui ont eu des doutes de positionnement, de restructuration, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que les commandes étaient très basses, et donc ils se sont dit, Pierre, tu veux pas reprendre, tu veux pas nous donner un coup de main, tu as vécu aux États-Unis, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, tu as fait du redressement d'entreprise, c'est vrai, pendant 3-4 ans, et tu es ingénieur télécom, donc c'est bien parce que le marché télécom est sans doute en train de se développer très fortement. Et j'ai réfléchi pendant quelques jours, et puis j'ai dit, bah oui, c'est une super boîte, ça me fait plaisir, vous avez des super ingénieurs, il faut repositionner un peu, il faut restructurer un peu la boîte pour passer la tempête, et puis ça va marcher. Donc je suis rentré comme ça, en fait, en apportant des atouts, quelque part, de mon expérience, en fait, ma triple expérience, et qui correspondait exactement, en fait, à la situation de Radial à l'instant T. Et en fait, c'est peut-être plus facile pour moi de faire ce pas que d'arriver comme le fils du patron, à arriver à monter les échelons. Toutes les catégories tous les scénarios sont possibles dans une boîte familiale. Moi, je suis arrivé à un moment où ils avaient besoin de quelqu'un pour repositionner le groupe et faire un peu de restructuration, ce que j'avais fait dans mon passé. Bon, et on sait que ça a marché, mais ce moment précis, oui. Parce que en fait, effectivement, dans toutes les entreprises familiales, on a ce moment où ça bascule, j'y vais ou j'y vais pas. Oui. Et parfois, on y va par culpabilité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation de crise comme celle que vous avez décrite. Oui. Et puis, on y va parce qu'on a les compétences, on y va parce que c'est la famille, Oui. on y va parce qu'on a envie, ou on y va aussi parce qu'on se sent un peu coupable, on se dit il faut absolument que j'aille aider mes parents. Oui. Non, mais tous ces scénarios existent dans la tête des gens. Je connais pas mal de boîtes familiales qui ont vécu en fait tous ces scénarios-là que vous décrivez très bien. Moi, non, il y a une opportunité d'arriver. Il y a une belle boîte familiale qui a été créée par mon père et mon oncle. J'avais 33 ans. Je me suis dit, ça vaut le coup d'y aller, de les aider, c'est super. Et en fait, en effet, pendant 15 ans ou 20 ans, je voulais pas m'occuper de Radial et je voulais pas faire de composants électroniques et de connecteurs. Et je m'imaginais pas le faire. Mais j'ai franchi un pas, à un moment donné, en effet, et je me suis dit, tiens, c'est le moment où je peux les aider, où je peux m'occuper de cette boîte. Voilà, donc c'était plus l'opportunité, en me disant, c'est quand même dommage parce que c'est un fleuron. Et puis, très vite, en fait, on devient amoureux de sa boîte. Mon père et mon oncle, en fait, n'en parlaient pas beaucoup. Mon père, très peu. Donc en fait, il séparait un petit peu sa vie professionnelle de Radial avec le reste de la famille. On parlait d'autres choses, mais pas tellement de Radial en fait. Et voilà, comme ça, je suis arrivé. J'ai sauté dans la piscine parce que c'est une prise de risque. Il faut savoir que c'est une prise de risque. Prenez des managers extérieurs, il prend un risque mais pour un enfant, pour un fils ou une fille, c'est un gros risque parce que si ça marche pas, vous êtes pas bien quand même. Et la famille n'est pas bien non plus. Quand est-ce que vous avez pris conscience que
vous aviez réussi d'une certaine manière à fabriquer votre prénom, parce qu'en plus votre père est un personnage Oui, public. en plus, oui. Donc Ouais. c'est double, j'allais dire c'est double peine. Ouais, c'est double Comment, peine, ouais. comment, Ouais. quand est-ce que vous savez que ça y est, vous avez pris la main Un an après. En fait, je suis arrivé en décembre 92 de tête. Il a fallu faire une petite restructuration que j'ai faite assez vite. À l'époque, c'était encore assez facile, je dirais. On a fait partie quelques collaborateurs, alors toujours très humainement, à Radial, une boîte familiale, on fait attention, mais il fallait quand même baisser la voilure. Donc j'ai fait ça sur les premiers mois de l'année 93. Et en fait, le point mort a baissé. Et dès la fin de l'année, on a commencé à voir les premiers résultats, si vous voulez. Donc ça, c'était très enthousiasmant parce que les mesures d'économie ont été faites vite et bien. Et c'est parti. Et puis j'ai senti aussi que, vous savez, il faut se faire apprécier des cadres et des collaborateurs et des salariés. Quand vous arrivez comme ça, si vous arrivez comme le fils à papa, l'héritier qui sait tout, qui a tout vu, avec une arrogance inouïe, mais c'est un clash absolu. Donc il faut arriver avec une certaine humilité. Moi je crois beaucoup à l'humilité des chefs d'entreprise, parce que il faut être en paranoïa, tout bouge dans tous les sens, vos marchés, vos clients, vos technos. Et je pense que voilà, l'alchimie humaine s'est bien passée avec les équipes. Puis avec les clients, bon, j'ai appris les produits, les technos, etc., que je ne connaissais pas très bien. Et puis bon voilà, ça a fonctionné, les cadres m'ont fait confiance après. Alors, et puis donc 93 a été une année correcte, et puis 94 on s'est repositionné sur plein d'autres marchés, les télécoms, l'Amérique, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné, mais j'ai au bout d'un an que c'est ce que l'alchimie prenait, et que les résultats étaient là, c'est ce qui est le plus important. Parce que quand vous avez les résultats qui vous aident à expliquer ce qu'on a fait, parce que quand vous commencez par faire un plan, moi je me souviens, j'ai un salarié qui est venu me voir en janvier, mais vous êtes le diable, monsieur Gattaz, vous êtes le diable. Vous prenez ça dans la figure, vous avez 33 ans, vous êtes un peu sonné quand même. Je dis, mais non, je ne suis pas le diable, je suis obligé de faire des choses que je voilà pour. Mais on va vous aider, on va vous faire pour trouver un job, etc. Parce que j'étais toujours très sensibilisé au fait que lorsqu'on fait partir des collaborateurs, il faut les aider à rebondir. Et moi, mon principe de vie professionnelle, c'est de dire, nos collaborateurs, je leur dis toujours, je ne peux pas vous garantir l'emploi à vie. Il peut y avoir un Covid, il peut y avoir... Bon. Mais par contre, ce que je peux vous garantir, c'est l'employabilité. C'est-à-dire, quand vous rentrez à Radial, vous allez apprendre des tas de choses toute votre vie. Et donc, vous ne serez pas au chômage pendant 5 ans si vous partez, si soit que vous le décidez vous, soit si c'est moi qui le décide. Donc, il y avait ce sorte de deal que j'ai pu faire avec les gens, progressivement, qui ont montré que on est sérieux, on fait attention aux gens, on est exigeant mais bienveillant, on est juste, mais quand il y a des mesures à prendre, on les prend de façon humaine et on accompagne les gens pour pas qu'ils soient dans la galère. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important, je dirais, quand on manage une boîte comme Radial, et d'ailleurs toute boîte devrait être gérée comme ça. Donc donc vous êtes la deuxième génération. Oui. Ça y est, vous avez pris les rênes, ça fonctionne. Vous avez des frères et sœurs Oui, alors côté Lucien, moi j'ai donc côté Yvon, mon père. J'ai un frère dans l'enseignement, donc il n'y a pas grand-chose à voir avec l'entreprise, et ma sœur était chez IBM, cadre, mais n'était pas trop intéressée par Radial. Donc voilà, donc j'étais quelque part, pas l'heureux élu, mais celui qui avait peut-être le plus d'intérêt et d'expérience sur le monde d'entreprise. Côté de mon oncle Lucien, mes cousins, cousines, ma cousine ne travaillait pas, et mon cousin était ORL. Donc, vous voyez, alors je dirais qu'au niveau G2, génération 2, en dessous de la génération 1, il n'y avait pas de concurrence. Vous êtes un peu le sauveur là finalement de la famille? Pas le sauveur, non, je suis l'ingénieur de la bande. Et puis voilà, puis ça s'est bien déroulé. Vous savez, parfois il y a des conjonctures d'étoiles aussi qui se mettent en place. Il faut aller chercher, je dirais, l'opportunité, bien sûr, mais bon, les étoiles se sont bien configurées. Alors du coup, l'histoire de Radial, là, vous pouvez nous en parler un petit peu sur les 20 ans qui suivent. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place? 30 ans qui suivent, le temps passe vite. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont vos grandes réalisations? Si vous voulez, je pense que Radial, à l'époque, en 92, j'ai encore les chiffres en tête, on devait faire l'équivalent de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était 500 millions de francs, grosso modo. On était break-even, légère perte sur cette année 92, puisqu'il a fallu faire ce plan. Et on était très 1000 aéros, beaucoup militaires et aéronautiques. Bon, le mur de Berlin a fessé, la guerre froide s'est arrêtée, donc les budgets militaires se sont abaissés pendant longtemps.
Et donc, il a fallu repositionner sur les télécoms. Donc, comme je suis ingénieur télécom, c'était l'avènement, le début des stations de base de la radiotéléphonie. Donc, on est parti à fond dans ce marché des télécoms, avec Alcatel, Nokia, Ericsson, etc. Donc là, j'ai repositionné sur ce marché-là pour avancer plus vite et plus fort. Ça, c'est la première chose que j'ai amenée en tant qu'ingénieur télécom. Et puis, comme j'avais vécu aux États-Unis, d'ailleurs, c'est peut-être le seul conseil que m'avait donné mon père Yvon Gattaz quand je suis arrivé. Écoute Pierre, je ne vais pas te donner de conseils, mais s'il y en a un, on ne pourra pas réussir aux États-Unis. Je ne connais aucune entreprise qui réussit aux États-Unis. Alors moi, j'avais vécu 2 ans là-bas, je connaissais bien le marché, et surtout la moitié du marché de l'électronique mondiale était américain. Donc je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas développer Radial dans le monde comme on veut le faire sans le marché américain. Donc j'ai prouvé, alors j'ai fait aussi une petite restructuration, ça commençait aussi mal aux États-Unis, mais c'est très facile aux États-Unis parce qu'il y a le plein emploi, etc., même à l'époque. Et on a réduit la voilure et on est reparti avec une filiale américaine dans le Connecticut qui a remarché très vite et très fort. Et aujourd'hui, le chiffre de Radial, c'est 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est presque pas 10 fois, mais 7 fois plus gros. Et le marché américain représente la moitié, presque la moitié du chiffre d'affaires global de Radial. Oui, c'est intéressant parce que tous les académiques ont démontré, en fait, ils cherchent tous à savoir comment les entreprises familiales peuvent passer les générations avec succès. Oui. Et donc, bien sûr, tout le monde cherche la recette miracle et on essaie de la trouver. Personne n'a trouvé réellement. La seule chose qu'on sait, et ce qu'elles ont trouvé, c'est que celles qui arrivent, elles font quelque chose que ne font pas les autres. Et il me semble que vous l'avez fait. Elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Et ça veut dire que chaque génération est capable de se libérer un petit peu de la génération d'avant. Oui. Et donc, d'une certaine manière, quand vous dites je vais quelque part là où votre père vous a dit n'y va jamais, vous prenez vos responsabilités et c'est une des recettes. Oui, vous avez raison, je crois qu'il faut arriver avec sa personnalité, ses convictions profondes, son expérience, et chaque génération apporte. Oui, mes enfants, ils sont très digitaux, ils sont en équilibre professionnel-personnel, ce sont des générations Y et Z, ils raisonnent différemment que moi, mais par contre ils veulent que ça marche aussi. Donc ils ont une autre façon de travailler, une autre façon de voir l'entreprise, et je trouve ça très bien, pourquoi pas. Et ils sont dans leur monde et dans l'environnement actuel du digital, de l'IA, etc. Et je crois que c'est très important ça, oui. J'aimerais qu'on termine cette partie par une gâtasserie, et si vous pouvez nous préciser ce que c'est une gâtasserie. Alors, c'est mon père, Yvon Gattaz, qui était plein d'humour tout le temps et qui a passé sa vie à faire ce qu'il appelle ses gâtasseries. C'est lui qui a inventé ce terme, qui sont des petits mots d'humour, des petits traits d'humour, par exemple. Le talent de la gestion, c'est la gestion des talents. Il a dit le malheur est dans le prêt. Et il a dit une phrase que j'adore, c'est il y a 2 types de chefs d'entreprise en France. Il y a ceux qui pensent que le génie est héréditaire et ceux qui n'ont pas d'enfants. Bon, alors oui, il a des petites phrases comme ça bon, start c'est bien, up c'est mieux. Donc voilà, ça c'est l'héritage de mon père qui a toujours été très prime-sautier, plein d'humour et qui même, je crois, a écrit un livre sur toutes ces gâtasseries ou ces gâtasismes. Quand ce sont des choses pas très sérieuses, il appelle ça des gâtasseries, mais quand c'est des choses un peu plus sérieuses, ce sont des gâtasismes. Voilà, vous savez tout. Excellent, merci beaucoup. Alors on va passer à la prochaine partie, et là ce que j'aimerais c'est qu'on rentre dans le cœur nucléaire de la famille et de ce qu'on appelle la gouvernance familiale. Tout de suite, les 3 cercles. Alors, ce qui m'intéresse, là, c'est de comprendre comment vous êtes organisé en tant que famille, puisque pour nos auditeurs qu'on comprenne bien, il y a 3 cercles dans toutes les entreprises familiales. Il y a le cercle de l'entreprise, où on passe beaucoup de temps et qui nous anime. Il y a aussi un cercle actionnaire, et puis un cercle de la famille. Ces 3 cercles peuvent avoir des objectifs différents, parfois en conflit d'intérêts. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous êtes organisé, comment est organisé aujourd'hui votre actionnariat et comment sont prises les décisions. Oui. Alors, nous, en fait, on a été longtemps en directoire et conseil de surveillance. Donc, j'étais le président du directoire et mon père, qui est décédé il y a quelques semaines, fin 2024, était président du conseil de surveillance. Et aujourd'hui, je suis PDG, puisqu'il n'y a plus de président du conseil de surveillance. Mais cette structure à double étage était intéressante parce que mon père n'étant plus opérationnel, mais permettait quand même tous les 3 mois de surveiller, entre guillemets, ce que faisait son fils, et notamment l'opérationnel. Mais bon, le travail est fait par le président du directoire avec son directoire, donc c'est une structure qu'on a mis en place depuis pendant 20 ans et qui a très bien fonctionné. Après, si vous voulez, vous avez en effet l'entreprise, le patron d'une entreprise, peut-être du sérail familial comme moi,
mais peut-être aussi nommé par la famille en venant de l'extérieur. Ça marche aussi très bien. Il y a eu des cas de figure où des entreprises familiales fonctionnent avec des managers extérieurs. À partir du moment où il a la confiance de la famille et que, je dirais, il a l'ADN des valeurs de la famille, ça, en général, ça fonctionne bien. Alors ça peut être temporaire ou ça peut être durable. Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers ou d'héritières qui peuvent prendre le management, ça peut être temporaire sur 10 ans, sur 20 ans, en attendant qu'une troisième ou quatrième génération prenne le relais. Donc je crois beaucoup à cette souplesse-là. Il ne faut pas mettre quelqu'un de la famille qui n'est pas compétent et surtout qui n'a pas la volonté. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut l'envie. Le critère principal, c'est l'envie de le faire. Si vous n'avez pas envie, ça ne marche pas. Après, il y a les compétences, le talent, etc., bien sûr, qui arrivent, mais c'est l'envie. Bon, voilà, donc nous, c'est moi le patron, je suis actionnaire avec ma famille, si vous voulez, donc on a 99%, je crois, des actions de Radial. Donc là, les deux branches. Avec les deux branches, alors la branche Pierre Gattaz, Yvon Gattaz à 60%, la branche Lucien à 40%, parce que c'est vrai que j'ai eu des stock options, etc., que mon père et mon oncle Lucien m'ont donné pour me motiver, et puis surtout pour que ça marche, etc. Et comme ça a bien fonctionné, j'ai pu monter en puissance dans le capital. Donc cette branche, et dont moi-même, on est un peu plus gros que la branche Lucien. Mais l'idée, c'est que tout ça fonctionne bien en harmonie. Donc on a créé depuis pas très longtemps d'ailleurs, parce que en fait, avec le décès de mon père Yvon, qui avait quand même 99 ans, et on vieillit tous, hein, j'ai 65 ans cette année, eh bien, il faut préparer la suite. Alors, on a mis en place, depuis 2-3 ans, une charte familiale et un pacte d'actionnaires, avec les cousins, cousines, frères et sœurs. Donc, vous avez la génération 1, c'est Lucien Yvon, génération 2, on est 5, cousins, cousines, mais on a tous autour de 60 à 70 ans, donc on vieillit. Et puis génération 3, ils sont une quinzaine, et puis il y a 4, elle arrive. Donc il faut se structurer de telle façon à garder, je dirais, l'ADN de la boîte et surtout l'affect sociétatis pour que cette œuvre industrielle, entrepreneuriale, perdure. En fait, en anglais, j'aime beaucoup l'expression « built to last ». Il faut construire pour durer. Et donc une boîte familiale comme Radial, moi je suis obsédé pour transmettre, pour que l'œuvre continue après ma mort et puisse continuer et être... On est des passeurs en fait. Comment vous faites ça avec le reste de la famille? Vous nous l'avez décrit, vous êtes l'ingénieur de la famille, Oui. mais il y a quelqu'un dans l'enseignement, il y a un ORL. Oui. Comment vous arrivez à les engager, comment ils comprennent bien ce que fait Radial? Parce qu'en plus, c'est quand même une boîte très techno. Oui, donc, c'est assez techno. Donc en fait, ils sont au conseil d'administration on a toujours, en fait, on a un conseil d'administration. Avant, c'était un conseil de surveillance. Et en effet, mon cousin Bruno ORL est là avec nous depuis 20 ans. Ma sœur Roselyne, qui était cadre chez IBM, est là avec nous depuis 20 ans. Donc progressivement, on a mis des représentants des familles avec nous. Puis là, on a élargi. Donc mon fils Guillaume est rentré et administrateur aussi. Il y a mon petit cousin, fils de Bruno, qui est un champion de la M&A chez Doctolib, qui est arrivé aussi. Donc vous voyez, on commence à mettre des gens qui apprennent ce que c'est que Radial, mais qui arrivent aussi avec des compétences extérieures. Donc c'est toujours très enrichissant d'avoir des gens de la famille qui font autre chose, et qui apportent dans les réflexions stratégiques de Radial et de la gestion de Radial leurs compétences. Donc on a mis des administrateurs qui sont familiaux. Alors il y a des administrateurs extérieurs, bien évidemment, il faut... C'est ce que j'avais demandé, des administrateurs indépendants. Très important, parce que la famille ne peut pas tout faire. Et moi je pense que c'est très important d'avoir des gens qui viennent aussi avec des expériences, des responsabilités énormes dans d'autres groupes, des plus gros groupes, des plus petits. Et tout ça, c'est le cerveau collectif, si vous voulez. Si on est tous pareils, ingénieurs, blancs, au-delà de 50 ans, vous plantez une boîte. Moi je crois beaucoup à la diversité, beaucoup. À la diversité des esprits, des talents, des origines. C'est comme ça que vous créez l'innovation et c'est comme ça que vous sortez du cadre. Et donc il y a la diversité des générations aussi. Oui, vous avez précisé la démarche de charte familiale. Oui. Combien de temps ça vous a pris? Est-ce que tout le monde s'y est impliqué, y compris la génération 3? On a commencé à se réveiller depuis 3 ans, 3-4 ans. Avant, on ne parlait pas de Radial dans la famille. Donc c'est assez récent ce qu'on a fait. Mais avec le temps vieillissant et puis les anciens qui partent,
on se dit, mais bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a organisé une charte familiale qui est une sorte de règlement intérieur de la famille, si vous voulez, pour dire voilà comment on se comporte avec Radial, on ne veut pas diluer l'actionnariat, on veut transmettre, donc une sorte de règlement intérieur entre nous, vous voyez, très simple, hein, pas très compliqué. Et puis un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire en fait le pacte d'actionnaires permet de savoir comment on achète et comment on vend. Donc si quelqu'un veut vendre des actions Radial, parce qu'il a des besoins, il doit le vendre non pas à notre pire des concurrents à l'extérieur, mais à l'intérieur d'un marché intérieur qu'on a développé, une sorte de bourse intérieure. Bourse d'échange. D'échange qu'on a développé lorsqu'on est sorti de bourse. Lorsqu'on est sorti de bourse, j'ai dit à ma famille, mais il faut absolument qu'on crée une bourse intérieure pour pas que ce soit une prison dorée. Parce que si vous avez des cousins, des cousines, des frères et sœurs qui ont, je dirais, des actions mais qui valent quelque chose et qu'ils ne peuvent rien en faire, c'est d'une frustration épouvantable. Et donc c'est là où on risque de casser une famille. Par la frustration. Est-ce que ça circule? Oui, ça circule. Oui, ça circule. Alors, si vous voulez, Radial va plutôt bien, je touche du bois. Donc, en fait, l'action monte, etc. Et on a fait tous les ans, on fait un audit par l'extérieur pour connaître la valeur de Radial, et donc la valeur d'Action Radial, qui permet d'avoir une référence et de dire, cette année, ça vaut tant. Et on fait 2 fois par an, je crois qu'il y a une semaine d'ouverture, à l'automne et au printemps, qui permet de dire aux actionnaires familiaux, est-ce que vous voulez acheter ou vendre des actions? Donc on organise cette petite bourse interne sur des valeurs tout à fait précises qui sont certifiées, authentifiées, validées par des commissaires extérieurs au compte, et ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Et on a créé une petite bourse interne, c'est-à-dire on a créé une petite trésorerie interne qui permet justement de faire ça. Et que lorsque quelqu'un veut vendre, il vend à cette bourse interne qui est détenue par la holding familiale, qui permet surtout de ne pas diluer le capital. Parce que le problème des boîtes familiales, c'est de ne pas passer en dessous de 50%. C'est absolument fondamental. Il y a des cas de figure où des gens ont perdu leur majorité sans même le savoir. Sans même le savoir. Et ils se retrouvent avec un gars qui leur dit, vous êtes dehors. Ah bon, je suis dehors. Eh ben oui, vous avez 49% et je ne veux plus de vous. Eh bien, vous voyez, vous avez des drames, j'en ai connu, de gens qui se sont trouvés à diluer parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce que, par des banques, des assurances qui sont venues. Et puis souvent en bourse, ça s'est passé comme ça. Et il faut faire attention, quand vous voulez pérenniser une entreprise familiale, il faut conserver, il faut être extrêmement prudent sur le capital. Ouais, moi, je crois que les entreprises familiales, elles ont une triple charge qu'ont pas d'autres entreprises. Elles doivent, comme les autres, investir pour innover et rester en vie. Elles doivent payer la fiscalité de leur transmission, qui est plus compliquée en France que dans d'autres pays. On pourra en parler juste après si vous voulez. Et puis, elles doivent aussi protéger la famille, puisque dans le cadre de la transmission, elles ont cet élément-là. Comment vous vivez cette triple charge? Alors, moi, je pense que l'entreprise familiale française est mal connue. Mon père avait créé à l'époque les ETI, le concept d'ETI, entreprise de taille intermédiaire. Il a mis une dizaine d'années pour que ce concept-là soit connu et reconnu. Et en fait, si vous voulez, les familles, les entreprises familiales ont beaucoup de mérites. Elles ont 3 immenses mérites. Je crois que, comme elles veulent durer, elles font attention à leurs équipes, à leurs collaborateurs. Dans les boîtes, si vous voulez, à culture anglo-saxonne, vous restructurez, vous fermez des usines, vous vendez, ça recommence, etc. C'est un modèle. Je ne critique pas, mais c'est un modèle. Les boîtes familiales que je connais en France, en Italie du Nord, en Allemagne, et en Suisse, qui font la force de ces pays-là, elles ont été préservées, protégées par la politique, protégées par une fiscalité propice de succession, de transmission, qui fait que c'est extrêmement important. Vous avez un ADN humain dans une boîte familiale. On ne le dit pas assez, c'est pas du paternalisme, c'est juste en fait, et mes collaborateurs le savent bien, parce que chaque fois que je les vois, ils disent, Monsieur Gattaz, alors la succession ça se passe bien, on va rester familial, etc. Ils veulent tous rester familial, Bien sûr. parce qu'on protège. Alors, on fait les choses très humainement quand il y a des problèmes, mais je dirais qu'on fait attention et on respecte nos salariés, très important, parce qu'on veut qu'ils soient là dans 5, 10, 15 ans pour l'aventure. Deuxièmement, on fait attention à l'environnement, parce que l'environnement, si vous polluez, c'est pas bien, vous tuez la planète, donc on fait très attention. D'abord nos salariés nous le disent, nos jeunes nous le disent encore plus, on ne veut pas polluer, donc on prend des mesures qui permettent de dire non mais là il faut recycler l'eau, il faut recycler l'or, parce que ça coûte une fortune en plus, il ne faut pas polluer, donc on ne rejette rien dans les caniveaux, mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. Donc on est très respectueux. Troisièmement, les boîtes familiales sont souvent industrielles et donc territoriales. Donc le drame de la France, si vous voulez, depuis 40 ans, c'est que, et oui, je vais faire un petit peu de politique, c'est l'ISF.
L'ISF, on a dit c'est super, c'est un impôt sur les riches, etc. Dès que vous attaquez à l'ISF, vous êtes un salopard. Les riches, toujours ce discours, si vous voulez, mais insupportable, de lutte des classes qui date du 19e siècle en France et qu'on a encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ont compris les Allemands, les Suisses, les Autrichiens et le reste du monde? Mais ces pays sont en train... C'est que les boîtes familiales, elles sont souvent territoriales, elles sont souvent industrielles. Elles sont extrêmement importantes pour l'économie du pays. Le Mittelstand allemand, c'est 12 000 ETI. Nous, en France, on a 5 000 ETI. On a cassé la moitié de nos ETI. On les a fait fuir, on les a fait vendre. Tous mes concurrents de Radial sont des... J'en avais une vingtaine quand je suis arrivé en 92. Ils sont tous partis, vendus, partis. Alors vendus à qui? À des boîtes américaines, dont le siège est à Dallas, à New York. Donc ils regardent, ils ont 50 usines dans le monde. Et puis ils regardent dans les crises, à chaque crise. Bon, faut qu'on baisse la voilure. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah ouais, la France, c'est emmerdant. Là. Putain, quelle est le charge du travail, le coût du travail. Bon, attends. Allez, vous me fermez l'usine de Brest, etc. Et c'est comme ça que, si vous voulez, on s'est retrouvé avec la moitié des ETI qu'on devrait avoir. En Angleterre, ils sont 10 000 ETI. En Italie du Nord, ils sont 10 000 ETI. En Allemagne, 12 500, presque 13 000. Et nous, on est tombé à 5 000. Donc, vous voyez, et c'est de la c'est la désindustrialisation qui s'est passée. Donc, moi, le problème numéro un que je vois de la France depuis 40 ans, c'est que nos politiques, ne connaissant très mal l'économie de base, ne venant pas de l'industrie ou de l'entreprise, sont souvent des professionnels de la politique, souvent des fonctionnaires, des intellectuels hors sol, et je suis très sévère quand je dis ça, et j'assume. On dit non, mais l'ISF c'est très bien, c'est populaire, faut faire payer les riches, mais les riches et les familles riches. Et jusqu'aux lois Dutreil de 2006, il y a eu un dégât considérable qui a été fait entre 83, la mise en place de l'ISF de Mitterrand, et 2006, où des boîtes se sont retrouvées à payer des choses très élevées sur l'outil de travail. On a préservé un peu, etc. Mais si vous voulez, le dégât a été fait, et dans la tête des gens, c'est on ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Et si vous rajoutez un code du travail qui est devenu dingue, hyper complexe en France, vous savez qu'en France, on a quand même 3800 pages au code du travail. Alors ça, c'est simplifié grâce un peu à moi, avec les lois El Khomri et les lois Pénicaud des années 2016, 2017, 2018, quand j'étais patron du MEDEF. Mais si vous voulez, le code du travail suisse, c'est 60 pages. Non, mais vous voyez, et en fait, à force de surprotéger tout le temps, d'assister, de protéger en France, mais vous tuez, vous asphyxiez, vous étouffez les outils de travail. Et vous démotivez les dirigeants et les actionnaires familiaux qui disent bon, on ne nous aime pas en France, quoi, on veut, bon. Et cette petite musique, elle est très grave, parce que moi je l'ai connue en 81, je l'ai connue quand j'avais 20 ans, je l'ai connue avec les 35 heures en 2000, imposées. On leur disait mais les gars, vous êtes fous, quoi. Ben non, on y va. Bon, et puis donc, vous voyez, en faisant fi de tout benchmarking, de toute compétition internationale, de toute compétitivité des boîtes. Non, c'est bon pour les salariés, vous voyez, mais les gars, c'est bon instantanément peut-être pour les salariés, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va être le bordel. Donc on est toujours en clientélisme électoraliste de court terme. Et aujourd'hui, donc il y a eu François Hollande 2013, et aujourd'hui j'ai très peur de ça. Le retour à on va taxer tout le monde, les riches surtout, etc. Et alors que du côté Amérique, Trump, Musk nous dit on va aller sur Mars, on va faire de l'IA, revenez, on va baisser le taux d'IS pour attirer toutes les entreprises du monde aux États-Unis. Bon, alors c'est pas mon modèle Trump et Musk non plus, mais si vous voulez, ils ont un discours hyper entrepreneurial. Que nous, c'est quoi? C'est on va taxer plus et il faut travailler moins. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le pacte du travail, qui était quand même un outil qui a permis à ces entreprises familiales de se transmettre très facilement? Il est très complexe. Sachez que dans les pays voisins de la France, je crois que c'est l'Italie, je crois qu'en partie en Suisse, je crois qu'en Belgique et en Hollande, en Angleterre, vous avez 0% de succession sur les entreprises. Zéro. Donc là, il faut prouver que les actionnaires familiaux vont garder un pacte d'engagement des titres, etc. pendant X années, 5 ans, 6 ans. C'est pas idiot, on le fait. Mais c'est très compliqué, vous faites des signatures de folie. Donc je trouve que le pacte du travail est absolument fondamental dans l'ambiance fiscale française. Ça a permis de sauver des boîtes, ça a permis d'éviter des hémorragies de boîtes familiales qui se vendaient et partaient à l'extérieur. Donc bravo, loi du travail formidable, il faut sanctuariser ce truc-là. Mais le coup suivant, c'est de regarder ce que font les Italiens, etc. Les Italiens, ils ont compris que les bijoux de la couronne italienne, c'est les entreprises familiales du nord de l'Italie. C'est eux qui font du commerce extérieur positif. Donc si vous voulez, je ne comprends pas que nos classes politiques, qui sortent quand même des Sciences Po, des ENAR, etc., ne regardent pas comme le modèle suisse, ne regardent pas le modèle italien du Nord, en disant mais bien sûr, mais bon sang, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le délire, si vous voulez? Donc, alors c'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut.
Donc on a toujours tendance à dire on va donner de l'argent aux pauvres, etc. Et c'est très bien, ça part d'un très bon principe. Mais non, mais pour donner de l'argent aux pauvres, il faut qu'ils travaillent. C'est ça, vous savez, c'est le fameux Lao Tse qui disait, si tu veux nourrir un homme une journée, tu lui donnes un poisson. Si tu veux le nourrir toute sa vie, ben, tu lui apprends à pêcher. Exactement. Mais donc nous, on apprend à pêcher à nos hommes, vous voyez, et nos femmes. Pardon, j'étais un peu long. Pas de problème. Je voudrais revenir, on est sur les 3 cercles. Donc on a bien compris ces enjeux de fiscalité, de transmission entre le cercle entreprise et le cercle actionnaire. Oui. Est-ce que sur la partie familiale, vous pouvez nous décrire un peu comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a un conseil de famille? Comment vous gérez la place des conjoints, par exemple? Comment vous préparez la nouvelle génération? C'est quoi la dynamique sur la partie familiale? Là, il y a encore tous les scénarios possibles. Ce qu'on a décidé à Radial, si vous voulez, c'est de faire un conseil de famille qui est sous forme de visio, parce qu'ils sont tous un peu éparpillés dans les territoires. Donc ça dure 2 heures, c'est une fois par trimestre. Et là, en effet, c'est la génération 2. Donc les 5 personnes de la génération 2, qui sont les sages aujourd'hui, sages familiaux de Radial. Et puis là, on parle de l'évolution de Radial, de la croissance externe, qu'est-ce qu'on a fait. Donc ça, c'est pas le conseil d'administration, hein, c'est bien un conseil de famille. C'est le conseil de surveillance qui permet de cultiver l'affectio societatis. Okay. Alors l'affectio societatis, c'est un mot extraordinaire, latin, qui veut dire l'affection de l'entreprise, si vous voulez. Qui, dans un groupe familial, est extrêmement important. Parce que si vous n'avez pas cette affection societatis sur les générations précédentes, les gars vont dire, j'ai un portefeuille comme je pourrais avoir de L'Oréal ou de Michelin, etc. J'achète, je revends, j'en ai rien à faire, et cette boîte ne m'intéresse pas. Bon, alors que c'est une œuvre collective et familiale. On veut qu'elle perdure dans le temps. Donc il faut intéresser les jeunes générations, et donc on a mis en place ce conseil de famille qui permet justement, hors conseil d'administration, de motiver, de répondre aux questions des 5 premiers, puis de cultiver la fierté. Une entreprise, moi, mes collaborateurs, c'est pareil, mes salariés, moi je cultive l'espoir et la fierté tout le temps. L'espoir, c'est que ça va mieux marcher encore. Quand on est en pleine crise, les gars, le bateau est solide, vous inquiétez pas, on va restructurer un peu, mais ça va aller dans 2 ou 3 ans, c'est reparti à fond. Et d'ailleurs, après le Covid, c'est reparti à fond pour nous. Et la fierté, c'est la fierté. Nous, on célèbre beaucoup de commandes. Chaque fois qu'on a des commandes, on célèbre. Si vous voulez, j'étais encore avec mes collaborateurs hier à Aubervilliers, on faisait la galette des rois et la présentation des résultats de 2024. J'ai sorti un petit transceiver électro-optique de ma poche en disant, vous voyez, c'est ce qu'on a fait à l'île d'Abo, dans notre usine de l'île d'Abo, c'est extraordinaire. Et on est les seuls à faire ça au monde, dans des environnements extrêmement sévères de température. On transcode des photons en électrons et des électrons en photons. C'est un produit miraculeux, je le sors, je l'ai toujours dans ma poche, il est là, et c'est de la fibre optique qui sort en électrique et réciproquement. C'est 10 ans de travail, c'est 10 ans d'investissement. On a les meilleurs ingénieurs du monde français à faire ça. Donc tout ça, si vous voulez, il faut cultiver cette fierté, il faut la cultiver au niveau de vos collaborateurs, espoir, fierté, et au niveau de la famille. C'est extrêmement important. Donc moi, je fais des visites tous les ans de mes usines à ma famille, donc on est 25 ou 30 aujourd'hui. On s'est fait ça il y a 2-3 mois, je ne sais plus où est-ce qu'on était, à l'île d'Abo, donc dans mon usine d'optique, ils ont vu la microélectronique de précision, les salles blanches, etc. Et puis tout ce qu'on fait sur l'environnement. Donc il y a eu 1h30 d'exposé sur tout ce qu'on fait à travers le CSRD imposé par l'Europe, un peu fou, mais tous les travaux sur l'environnement qui passionnent les jeunes. Alors ça, on va en parler juste après, si vous voulez bien. Donc oui, je fais des conseils et je fais aussi des réunions une fois par an, au moins, ou une fois tous les 18 mois, avec toute la famille pour visiter des sites de Radial, cultiver l'affectio societatis et la fierté de ce qu'on fait. Bon, justement, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission, qui concerne toute cette capacité à intégrer la next-gen et la projeter peut-être au sein de la direction du groupe Radial, et puis d'y discuter un petit peu des enjeux RSE. Tout de suite, la next-gen. Alors, racontez-moi plus précisément, c'est quoi vos enjeux à vous sur finalement cette crise environnementale qui est devant nous, dont tout le monde parle et sur laquelle effectivement la next-gen a une certaine appétence. C'est quoi vos grands enjeux à vous? C'est de transformer ces défis en opportunités d'innovation, de recherche, de marché, de croissance. Donc si vous voulez, quand j'écoute les discours de certains politiques sur l'écologie, on nous parle beaucoup de décroissance. Je ne comprends pas ce que c'est que la décroissance. Je leur dis, mais moi, gérer la décroissance à Radial, c'est de dire à mes salariés en fin d'année, c'est super, l'année prochaine, on va faire moins 5%. Mais vos salaires vont diminuer de moins 5 ou moins 7, et je vais être obligé de faire partir 5% de l'effectif, les gars. Non mais est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire la décroissance? Je ne sais pas comment ça marche, ni pour un pays, ni pour une entreprise. Donc plutôt que d'imaginer des trucs de fou,
je dis, mais l'environnement, ce sont des solutions à trouver. C'est de transformer le pétrole, c'est de faire des biocarburants, c'est de faire des énergies renouvelables, c'est d'utiliser de plus en plus du recyclage, c'est de supprimer de plus en plus les plastiques par d'autres produits. Et tout ça, c'est de l'innovation et de la recherche. Et nous sommes en France, nous sommes des grands ingénieurs et des grands chercheurs. Et si vous mettez ça avec l'entreprise qui peut transformer ces défis de demain en marché, en produits, en services, eh bien, on aura gagné. Donc moi, je suis dans cette ambiance-là de dire, mais c'est un formidable défi, et ce sont des marchés à prendre. Et donc, les gars, on va transformer nos petits composants électroniques, on va essayer de faire en sorte que ça pollue moins, qu'il y ait moins de plastique, etc. Alors, ça prend du temps. On ne le fait pas immédiatement, c'est pas en une semaine. Mais comme les jeunes ingénieurs, les jeunes générations arrivent, elles sont extrêmement sensibilisées à ce sujet-là, c'est encore plus facile pour moi. Parce qu'elles sont sensibilisées, donc je n'ai pas besoin de leur dire, les gars, c'est ça qu'il faut faire. Ils le font automatiquement, immédiatement. Ils sont dans cette ambiance, si vous voulez. Alors après, il ne faut pas que ça coûte une fortune, parce que tout ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement, c'est de la R&D. Mais vous voyez, on avance en marchant dans une montagne qui est vertueuse, qui est ce que j'appelle une croissance quelque part environnementale ou frugale. Donc il faut une croissance intelligente, qui gaspille pas, qui pollue pas, mais c'est normal, et c'est ça qu'on essaie de faire, vous voyez. Et je sais que ça peut fonctionner. Donc voilà ce que j'essaie de faire à Radial. Donc j'ai des groupes de projets sur l'environnement, qui me permet d'avancer sur tout ce qui est CSRD imposé par l'Europe, bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a plein de projets techniques, technologiques, de process, de traitement d'eau, de recyclage d'eau, de ce recyclage d'or qui nous permet en plus d'économiser de l'argent. Parce que si vous voulez, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous avez un besoin d'investir en innovation, en recherche, d'un côté, mais vous faites des économies de coûts d'exploitation, souvent. Donc voilà, moi je trouve ça très vertueux, j'aime beaucoup l'environnement, je trouve que il y a plein de marchés sous l'environnement. Et Radial essaye, en diversification marché et techno et produits, d'aller plus avant dans tout ça. Donc voilà, je considère que c'est une opportunité de croissance et d'innovation pour Radial. Est-ce qu'on peut parler un instant de la Next Gen, mais peut-être avec le filtre de ce magnifique projet que vous avez développé dans le sud de la France, Oui. à côté de Radial, et je crois qu'il vous tient très à cœur. Oui, alors c'est un projet entrepreneurial, familial, d'achat d'un vignoble. Donc lorsque je suis sorti du MEDEF, qui est quand même 5 ans de médiatique et politique, si vous voulez, qui n'est pas mon environnement naturel. Mon environnement naturel, c'est ce que je vous disais, c'est l'huile, c'est les copeaux, c'est les produits, c'est les hommes, c'est de voir des clients, c'est de motiver des équipes. Bon, c'est là où j'ai une adrénaline de fou, si vous voulez. Bon. Mais sauver la France et essayer de faire en sorte que nos politiques comprennent ce qu'on fait, je le fais toujours à travers LinkedIn, à travers des conférences et des présentations médias de temps en temps. Mais je me suis dit, il faut que je fasse un truc rigolo et qui va avec mes valeurs entrepreneuriales, familiales, territoriales, d'entreprise. Donc on a trouvé un vignoble qui n'était pas à l'abandon, mais avec les vignes et les grappes qui étaient vendues aux coopératives. On a recréé un chai de vinification, on a recruté un maître de chai, on a un deuxième vigneron, une petite équipe, on a créé une boutique et on a lancé ce projet qui s'appelle le Château de Sannes, qui est au nord d'Aix-en-Provence, dans le Luberon. Et donc c'est une start-up. J'appelle ça ma start-up du Luberon. Voilà. Et donc là, vous avez intégré Alors j'ai intégré mon fils, votre fils. un de mes fils, ma fille qui fait de l'environnement, qui fait de l'événementiel, me rejoint en pointillé en tant qu'auto-entrepreneuse, donc elle nous file un coup de main. C'est un projet familial qui est lourd. Le vin, c'est passion et patience. Beaucoup d'humilité, le vin. Si vous voulez, vous montez une montagne et comme on a tout recréé, nous, faut recréer la marque, relancer la marque, refaire les bouteilles, les étiquettes, la qualité des vins. Ils ont fait du vin il y a une trentaine d'années. Mais pendant 30 ans, il ne s'est rien passé, 25 ans. Donc on a tout relancé. Et c'est passionnant. Donc c'était vraiment entrepreneurial. Vous voyez, c'est une prise de risque. C'est des gros investissements. Donc grosse prise de risque. Il faut que ça soit rentable un jour. On est parti de 0 bouteille vendue à 100 000 cette année. Ah et bon. l'idée, c'est d'arriver à 200 000, puisque ce qu'on a mis en place, c'est un outil industriel. Alors industriel, pardon, ça ne va pas avec le vin, de production, qu'on appelle un chai, avec des cuves, des chais à barriques, avec des fûts, etc. Tout ça, c'est extrêmement technique. Donc j'ai pris 300 ou 400 heures de œnologie pour faire tout ça. Et j'ai embarqué un de mes fils, en effet, dans cette aventure, qui est un super commercial, grand compte, parce qu'il faut le vendre, le vin. C'est bien de le produire, mais la clé du vin, c'est quand même de le vendre. Alors on dit souvent que d'ailleurs dans ces familles viticoles,
quand ça marche bien, c'est qu'il y en a un qui fait le vin et il y en a un qui vend le vin. Oui, souvent, écoutez, souvent dans les familles d'ailleurs, c'est ça, si vous avez parfois un commercial de génie et le producteur ou le technicien de génie, ça marche encore mieux. Vous avez deux enfants qui se complètent merveilleusement bien et c'est très très bien. En tout cas, le vin, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises familiales ne sont pas très bien vues encore. Je trouve qu'on parle beaucoup d'héritiers, vous voyez, de fils à papa, de fille à papa, etc. Alors que c'est la force de l'Allemagne. Si vous voulez, le Mittelstand allemand, ce sont des entreprises d'héritiers. Ils ont été créés après la guerre souvent. Donc il faut arrêter de penser que l'héritier est celui qui roule en Ferrari, qui claque tout, etc. Oui, ça arrive, oui, bien sûr, il y en a. On en connaît, mais c'est pas ça. La plupart du temps, ce sont des gens extrêmement professionnels. Bon, et je suis content d'embarquer mes enfants dans l'aventure radiale, puisque j'ai aussi mon fils aîné qui est patron d'un département, qui fait ses armes, qui comprend le cash, la gestion du cash, la gestion des hommes. C'est extrêmement important, stratégie, etc. Tout ça se crée pas en une semaine. Et mon fils cadet, qui justement m'accompagne sur la start-up du Luberon. Ok, donc du coup, super, vous avez déjà les pièces qui se placent petit à petit. Comment vous vous projetez, vous, là, dans les 5 à 10 ans qui viennent quand est-ce que Pierre Gattaz commence à faire ses gattazeries aussi, peut-être, et passe la main? Et moi, si vous voulez, je dirais presque le plus tôt possible. Parce qu'on peut mourir demain matin sous un autobus. Donc moi, je prépare mes enfants à prendre le relais. Alors, il ne faut pas précipiter, c'est des trucs un peu lourds quand même. Et donc, il faut que ça se fasse naturellement. Mais je les prépare, je leur fais confiance. La confiance, c'est fondamental. Il faut faire confiance aux gens, et parfois ils vont se planter. Et donc, je les prépare à prendre des manettes, et de plus en plus grosses, si vous voulez. Puis après, la chimie fonctionne ou ne fonctionne pas. Bon, je crois qu'elle fonctionne actuellement. Voilà, et puis un jour, je resterai sans doute comme mon père l'a fait, président du conseil de surveillance ou d'avoir un œil, etc. Mais moi, j'ai plein d'occupations par ailleurs. Mais c'est vrai que les entreprises, c'est ma vie. Donc, je serai conseiller, je serai facilitateur. Et puis voilà, j'ai plein d'autres projets dans la tête. J'ai créé un institut des solutions qui est un think tank qui permet de porter la voix et les propositions de terrain de bon sens auprès des politiques en vue de 2027. Vous voyez, donc je suis en train de créer ça avec un petit groupe d'entrepreneurs. Donc ça, c'est mon côté pas politique, Ouais, vous n'allez pas vous arrêter. Contributeur. Mais je ne me vois pas du tout dans une chaise longue, vous voyez, mais pas du tout, du tout. Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet dans cette partie, c'est tous vos projets sociétaux, d'engagement, philanthropiques. Oui. Je crois qu'il y a une démarche assez importante qui fait Oui. partie de ce qu'on appelle le capital réputationnel aussi de ces familles entrepreneuriales, qui est important. Quelles sont vos actions que vous mettez en place? Oui, alors j'ai une belle action qui s'appelle l'association Y Croire et Agir, qui permet d'aider des chômeurs longue durée, des gens fragilisés dans les territoires, à retrouver un job ou à créer leur entreprise. Donc on a créé ça, là encore, à peu près après le MEDEF, il y a eu 5 ans, et c'est une association de 1901 qui a commencé dans les Hauts-de-France, donc dans des villages, des petites villes comme Maubeuge, comme Fourmies, où il y a des taux de chômage importants. Et on a développé un outil pédagogique sur 3 jours et sur 3 semaines, qui permet de prendre des gens cassés par la vie, qui viennent, qui sont recommandés par Pôle emploi, devenu France Travail, et on fait des groupes de 20 personnes, et on les redresse en 3 jours avec un outil pédagogique de savoir ce qu'on est, ce qu'on cherche. Ces gens sont très souvent seuls, c'est souvent femmes divorcées, 4 enfants, 3 enfants, vivant à Maubeuge, qui n'a pas une grosse formation, voyez, donc qui est vraiment un peu en galère et qui vit des subventions de l'État très souvent, mais elles veulent faire quelque chose de leur vie. Elles ne peuvent pas rester, voyez, et c'est très très bien. Donc si elles ont la niaque et l'envie, encore une fois, ça fonctionne parce qu'elles prennent cet outil pédagogique comme un plus extraordinaire. J'ai des témoignages formidables, j'ai une dame qui a suivi cette formation, et en 3 jours, on transforme les gens. Parce qu'ils se connaissent, ils savent ce qu'ils veulent faire en fait. Une dame qui disait, je suis en train de divorcer, je suis à Boulogne-sur-Mer, j'ai 2 enfants jumeaux autistes, c'est horrible, qui m'agaçaient, etc. J'étais perdu. Et grâce à vos 3 jours, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire. Je retrouve le goût de la vie, j'ai retrouvé un projet de vie.
Et vous voyez les gens qui sourient, qui sont hyper enthousiastes à la fin. Au début, ils sont en burn-out et au bout de 3 jours, ils ont un petit réseau, ils s'entraident. Nous, on a des témoignages de patrons locaux qui viennent leur dire, j'étais comme vous dans la merde il y a 20 ans, j'ai créé ma petite boîte, c'est super maintenant, je vous encourage à le faire. Donc ces gens-là me disent, on a transformé nos vies. Et alors après, il faut les accompagner encore. Donc on essaye de les accompagner par France Travail, par des associations locales, par des patrons qui, jusqu'à la dissolution, cherchaient à embaucher. Il faut savoir que, si vous voulez, jusqu'à 2023, l'ensemble des patrons français cherchaient de la main-d'œuvre, qu'ils ne trouvaient pas. Et donc, si notre association permet d'être une sorte de sas de décompression, c'est-à-dire de remettre des gens en savoir-être. Et ils ont perdu un peu les repères pour des entretiens d'embauche, etc. Ils viennent tard, ils sont en retard. Et on leur redonne les repères aussi, leur dire, mais parlez en regardant les gens, puis ayez le sourire. Et ça marche. Et donc, sur les 1500 personnes, la mesure qu'on a pu faire, c'est qu'il y en a 3/4 qui se sont remis en activité, ce qui est énorme. Donc certains ont créé leur petite boîte d'auto-entrepreneurs, d'autres ont créé leur petit restaurant, leur petit bar tabac, leur massage à domicile, d'autres ont trouvé un job, et puis le troisième sont en formation. Vous voyez, formation parce qu'ils n'avaient pas de formation, ils veulent être coiffeuse ou manucure, et ils ont besoin d'une formation pour faire ça. Donc on leur dit, voilà, c'est là, et voilà le numéro de téléphone, et puis voilà la formation, puis inscrivez-vous, et puis on les aide. Et c'est parti. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, le temps passe très très vite. J'ai une dernière question à vous poser, qui est une question traditionnelle dans cette émission. C'est si votre entreprise familiale était un membre fictif de la famille, qui serait-il ou qui serait-elle? C'est une bonne question. Je pense que ce serait une femme, protectrice radiale, parce qu'on est un peu protecteur, si vous voulez, parfois un peu trop, mais et par contre, mes patrons très innovantes et très tournés vers l'avenir. Vous savez, c'est un peu le propre des leaders, c'est qu'ils doivent sécuriser un peu le personnel, quand ça ne va pas surtout, et puis montrer l'avenir toujours le chemin. Je crois que Radia serait, oui, je vois une personne fictive, une femme, qui serait entre, alors je joke, vous faire rire, mais entre Lara Croft, l'avenir et la combattante, etc. On va chercher des marchés en innovation, très audacieuse, prise de risque, mesurée. Et puis Mère Teresa, c'est-à-dire en fait on ne fait pas n'importe quoi, et notamment avec les équipes, hein, on ne fait pas n'importe quoi. C'est un peu ce mélange de, voilà, plutôt femme. Bon, merci. Je suis sûr qu'il y a un réalisateur américain qui est capable de monter un scénario autour de ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On remercie également toutes les équipes techniques pour la réalisation et puis l'organisation de cette émission. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle émission pour découvrir une nouvelle saga d'une entreprise familiale.